le fait qu'on ait été un SaaS full service longtemps, ben, ça nous permettait de rentrer de l'argent dans le business puis comme grandir Ouais, tranquillement, ouais. mais avoir fait le SaaS libre service, c'est que ça aurait nécessité vraiment beaucoup plus de capital au Exact. départ, mais on serait les leaders incontestables sur le marché. On serait, je sais pas combien de fois plus gros. On est hit le road et samedi soir, notre clinch en bas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. On est rendu au-dessus de 60 reviews total. Merci à ceux qui l'ont fait. Il y a des beaux mots sur Apple Podcasts. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec les founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspasse.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 230 compagnies. Le prochain événement Ça se passe aura lieu à Québec, jeudi le 23 novembre, dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Les billets seront dispo bientôt, stay tuned. Ok, la job du mois, ça se passe. Pour octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, puis on continue de l'utiliser aujourd'hui dans Grip et ça se passe. C'est de la bombe, comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Ok, segment produits et services SaaS. Pour octobre, le partenaire en spotlight, c'est Jameo, une plateforme de design et livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisés. Je suis très stoked d'avoir le support de Jameo. Je suis moi-même en fait un client satisfait. Tous les hoodies de Ça se passe viennent de là. Ils sont beaux, confort, puis l'expérience de design, d'accompagnement, de livraison, ça a tout été seamless. Jameo offre une gamme de produits éthiques variés qui sont tous carboneutres. Hoodies, polars, tucs, t-shirts, name it. Ça vient aussi avec un service de design gratuit. Vraiment une expérience clé en main. L'équipe offre un rabais de 200$ sur une première commande à tous les auditeurs Ça se passe. Juste à entrer le code promo Ça se passe dans le checkout SAASPASSE. L'offre expire le 6 novembre. Si vous voulez mon avis, ça fait un foutu beau cadeau d'équipe. Check it out sur jameo.com/fr, jameo.com/fr. Le cofondateur Benoît Quimper et moi, on parle de la compagnie, des produits puis de l'offre promotionnelle dans un petit chat vidéo qui est dispo sur saspace.com/jameo, sur notre YouTube ou en show notes. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Renaud Teasdale, cofondateur et CEO chez Kickflip, une plateforme de personnalisation de produits pour e-commerce. On discute de rebrander son SaaS au complet, participer au programme d'accélération Founder Fuel, valider l'idée derrière Kickflip, commercialiser une app Shopify à succès, abandonner le service, changer son pricing et plus encore. Ah, puis Renaud nous raconte aussi des erreurs coûteuses côté gestion du cap table puis timing de produits qui sont d'excellents rappels pour tout le monde. Alright, on passe au show, let's go! Renaud Teasdale, bienvenue sur le pod Ça se passe. Salut François, ça va bien? Ça va bien, man, toi? Ouais, super. Première question d'ultime importance, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Ben oui, ben oui. Ok, sweet. Renaud, je commence toujours avec un recap de comment on se connaît. Tu te rappelles-tu comment on s'est connus la première fois qu'on s'est vu?
Ouais, ben c'est ça, dans le fond, on avait chacun des startups SaaS, les deux bootstrap, les deux basés à Québec, les deux dans le e-commerce. Fait Exact. qu'à un moment donné, on vous suivait un peu de loin, puis on a dit, crime, ce serait le fun de les connaître, ces gars-là. Fait que je pense qu'on vous a Ouais. invité, les gars de Snipcart, à luncher, genre au Maelstrom. Ah ouais, ouais, c'est ça, la première fois, c'était là. Je pense que Parce c'était qu'on ça. est allé au Tori aussi à Québec, que j'aime beaucoup. Puis, Ouais, ouais, non, ouais. vous avez une belle team. Puis c'était hâte de découvrir justement un SaaS de Québec. Toi, Renaud, comment tu décrirais, mettons, de façon grossière et rapide ton parcours professionnel, mettons, pour que le monde ait une idée de ton skill set, puis c'est quoi ton rôle, mettons, aujourd'hui dans ta business? Ouais, dans le fond, j'ai un background en design de produits. J'ai fait, Je savais même pas ça. j'ai pas complété mon bac à l'UDEM. Euh, Dans le Hein. fond, j'ai comme lâché. Il restait une session à faire. Je me suis fait offrir une job comme designer de produits chez New Balance dans Nice. leur division hockey qui s'appelle Warrior. À Montréal? Ouais, à Montréal. Nice, ok. Puis comme il y a comme pas vraiment d'ordre professionnel pour les designers, j'ai comme fait, bah, tu sais, ça sert à rien de me taper ma dernière session. Fait que t'as la case, t'as la case Drop out. school dropout de cocher Ouais. dans Ouais. l'espèce de mythe du startup founder. Ouais, ouais. Puis c'est ça, quand j'étais au secondaire, au cégep, à l'Uni, j'ai toujours fait des sites web en freelance. C'était comme mon gagne-pain. Puis à un moment donné, je me suis ramassé avec un petit client, une start-up en démarrage, une petite compagnie de hockey qui s'appelait MI Sports, basée Ok. à Montréal. Nice. Puis pour eux, je faisais un customizer de produits de gants de hockey. Puis là, Ok. ils ont vendu, eux autres, à New Balance. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé à travailler là, finalement. Ok, C'est comme ça que nice. j'ai comme... On en Puis, parlera plus tard, mais comment j'ai démarré dans le monde de la customisation. puis toi, t'as-tu. Parce que t'as un background de design de produits, ce qui est vraiment intéressant, je savais même pas ça d'autre, moi. Puis, t'as fait des websites, fait que t'es-tu self-taught en termes de programmation, tu sais, côté skills techniques, ça vient de où, ça? Je code pas. Mes Ok. sites dans le temps, c'était du Flash puis du Let's go. Dreamweaver, genre. Let's go. Fait que c'est vraiment... mes skills, c'est vraiment plus design, là, mais maintenant, je Management, fais pas mal, leadership, ouais, tout ça. vente, marketing. OK. Ah, man, c'est sûr que quand tu drops Flash puis Dreamweaver, tu te dates. Automatiquement, on le sait que t'es pas en début vingtaine, tu sais. Ouais. Non, mais c'est sick. Puis tu sais, je trouve que c'est un pattern qui revient souvent de genre... Ben, j'ai commencé à faire du cash en créant des sites web. Il y a vraiment beaucoup de founders de startups que c'est l'histoire qu'ils ont dans le départ, là. Puis aujourd'hui, tu gères Kickflip. T'es co-founder de Kickflip. Si t'avais à nous le décrire, mettons, grossièrement, encore une fois, rapido, Kickflip, c'est quoi? C'est quoi que ça mange en hiver? Ouais, Kickflip, ça permet de vendre en ligne des produits personnalisés grâce à une plateforme SaaS. Puis notre solution s'intègre avec Shopify, avec d'autres plateformes e-commerce. Puis ça permet vraiment de créer un configurateur de produits super rapidement sans avoir besoin de coder, justement. Nice. Fait que pour donner, mettons, un exemple concret, ben, je Ouais, pense que vas-y. tout le monde connaît Nike. Tu vas sur Nike.com, tu peux comme customiser une chaussure, Ouais. choisir tes matériaux, avoir tes initiales dessus, puis ils vont la manufacturer pour toi sur demande. Mais c'est le genre d'expérience que Kickflip permet de créer à n'importe quel brand, Très cool. n'importe Ah, quel dude, e-commerce. je te mentirais si je te disais que j'avais pas dépensé beaucoup de mon argent sur exactement ce site-là. Mais Ouais, fun c'est... fact, premièrement, l'expérience a été insane sur celle-là de Nike, là. Puis, deuxièmement, ça fait vraiment des beaux cadeaux, man. Genre, mettons, tu veux faire une paire de choses custom à quelqu'un, là, avec un petit quelque chose, une petite gravure, un petit color scheme, genre, qui fit avec eux autres.
Moi, mes 3 cousins font du football. Je leur avais fait des Nike Air Force One, chacun avec une couleur des teams pour lesquels ils ont joué, avec leur numéro en arrière. Puis, man, ils étaient genre aux anges là, à Noël. C'était fucking sick. Ah ouais. C'est sûr. Je faisais Puis, pareil avec les gants de hockey pour mes cousins. nice. Très cool. Tu joues-tu encore au hockey pour le fun? Genre, tu patines ça encore un peu? Patinoire du coin, mais je fais plus du vélo maintenant. OK. Ouais. Moins de commotion cérébrale. T'es-tu game de nous partager une couple de chiffres par rapport à juste à Kickflip? Juste pour qu'on ait un portrait plus métrique de genre what's up avec la compagnie? Ouais, récemment, on a dépassé les 1000 clients. Très cool. Fait que c'était un milestone, le fun. On est une équipe de 16 personnes full-time. OK. Si j'inclus nos 2 stagiaires, une team de produits de 10 personnes. Quand même. On est profitable / cash neutral. Mhm. C'est-à-dire qu'on réinvestit tous nos profits pour grandir la business, faire Ouais. grandir la business. Sinon, on a quand même une bonne croissance. On a grandi, mettons, nos clients de 120% versus l'année passée, plus de 120%. Très cool. Fait que c'est en train de grandir rapidement. Puis ça roule depuis 2010, exact? Ben ouais, 2010, c'est comme ça a l'air vieux comme ça, mais les 2 premières années, on était vraiment une petite équipe de dev, 3-4 gars, puis on travaillait juste pour 1 ou 2 gros clients qui étaient New Balance, entre autres. Puis après ça, on a fait Founder Fuel en 2012. C'est vraiment là qu'on est devenu un SaaS, puis qu'on a créé la première version de notre logiciel. Puis C'est là, cool. 2 ans, on a rebrand à Kickflip, là, puis c'est comme notre nouvelle version qui roule. C'est presque une nouvelle compagnie parce que c'est maintenant en libre service. Avant, on offrait du service par-dessus le logiciel. Fait qu'il y avait une couche de service en plus du produit pendant une bonne couple d'années, là, c'est ça? Ouais, c'est comme ça qu'on a réussi à se financer, là. Ben oui, make sense. Encore une fois, c'est un pattern qu'on voit souvent puis qui fait souvent du sens pour une startup qui est en train de grow. T'as-tu des exemples de clients un peu, genre, pour qu'on se visualise quel genre de compagnie peut utiliser Kickflip? Yes. Dans le fond, nos clients, c'est autant des petites que des grandes entreprises. Ils viennent d'un peu partout dans le monde, puis ils peuvent vendre n'importe quel type de produit, là. La customisation, c'est ça qui est cool, c'est présent dans toutes les verticales. On a des clients qui vendent des skis, comme la compagnie Untrippy, des patins. On a Pure Hockey aux États-Unis, le plus gros retailer d'articles de hockey aux États-Unis qui vendent tous les patins, les chandails, les bâtons, Bauer, toutes ces affaires-là. Ça peut être des chaussures, comme on disait tantôt, des trucs électroniques, genre des manettes de jeux vidéo. Ça, c'est un gros créneau. Il y en a plusieurs compagnies qui utilisent Kickflip pour vendre des joysticks custom. Ouais, c'est cool. Je faisais un peu de recherche justement avant qu'on enregistre le pod ensemble. Puis c'est gokickflip.com le site, exact? Ouais. Super. Fait qu'il y a des manettes de gaming que je les ai comme juste vues rapidement, puis je me suis dit, je cliquerai pas sur cette landing page-là, man, parce que c'est des plans pour que je m'invente encore un autre si besoin. Vive le retargeting. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, si le monde veut voir les use cases, là, vous avez quand même bien architecturé le site, où est-ce que pour différentes verticales ou différents types de produits, le monde peut aller voir à quoi ça ressemble, le type de client, avec des vrais clients qui l'utilisent. Fait que j'invite le monde à checker quand même, là. J'ai bien aimé ça. Puis là, ça a été mentionné en passage, là, mettons, depuis le début de la convo, mais vous avez fait un rebranding majeur il y a environ 2 ans. C'est-à-dire que vous êtes passé de My Customizer à Kickflip. J'ai le goût de savoir un peu les motivations derrière cette décision-là. Ouais, My Customizer, c'était vraiment long puis descriptif comme nom.
Super difficile à prononcer pour les clients, même à mémoriser pour les clients. On se faisait appeler My Customer, plein d'affaires. Puis on avait vraiment choisi ça sur le coin d'une table en 5 minutes en se disant, ben on changera plus tard. Finalement, ça a comme pris 10 ans à changer. Ouais, c'est... On aurait peut-être dû se creuser un peu la tête plus avant de choisir ça. Fait que, ouais, on cherchait un nom plus court, catchy, mémorable. Un nom Ok. qui allait bien s'intégrer dans l'écosystème e-commerce, là, qui allait fitter avec Wix, Shopify, Douda, Snipcart. Ouais. Je comprends. Au moins, c'était pas mybestproductcustomizer.com. Genre, juste une espèce de vieux SEO play. Ouais. Puis, OK, fait qu'il y avait comme une question de genre, c'est pas... Dans la psychologie de nos clients, c'est pas nécessairement... Ça clique pas rapidement, puis le nom est massacré, il est long, etc. Sauf qu'il y a aussi... C'est moins fort comme brand, tu sais. Mhm. Souvent, justement, des brands très fortes, tu vas voir qu'ils ont un nom qui n'a pas nécessairement du tout rapport avec exactement ce qu'ils font, tu sais, comme produit. Mais Kickflip, ça vient de où, mettons? Parce que moi, j'adore ça là, comme nom, mais c'est sorti de où? Ben, au moment qu'on a décidé de rebrander, on voulait vraiment être fiers de notre branding. On a juste comme fait un gros brainstorm d'équipe. OK. J'ai comme mobilisé toute l'entreprise, puis j'ai présenté le projet, puis j'ai dit let's go là, on lance des noms, puis tout le monde se sont mis en équipe, puis ils ont commencé à pitcher des noms, Très puis cool. des idées de logo, tout ça, puis on n'a rien trouvé on the spot, mais on a continué à juste pendant comme quelques jours / semaines, juste tout le temps pitcher des noms. Puis à un moment donné, au restaurant, mon cofondateur Malo, comme par hasard, il dit « Hey, kickflip, ça serait cool. » Puis on a tout fait « Ouais. » OK. Mais tu sais, Mais je là, peux... c'est Ouais. ça, Kickflip, que ça apparaît dans votre imaginaire collectif. Vous êtes comme, ouais, c'est vraiment nice. Mais en termes de marque de commerce, en termes de, OK, genre, on refait notre logo, c'est juste une typo, c'est un logo, notre domain name, tu sais, y a-tu des challenges comme plus stratégiques ou techniques qui venaient avec la décision? Ouais, mais c'est ça, tu sais, la première étape, c'était vraiment de trouver un nom de domaine. On voulait un .com, puis on voulait, tu sais, que ça soit pas trop cher. Ouais. On voulait pas payer 100 000 pour acheter. C'est pour ça qu'on n'a pas kickflip.com d'ailleurs, Y là, étais-tu parce à que 100 000 pour vrai ou c'est genre ballpark? je dis un chiffre de même ballpark, mais ouais, c'est cher. Ouais, ouais, ouais. Puis ensuite, c'était surtout ça, je l'avais moins vu venir, mais la recherche de trademark, c'est quand même important. Ouais. Fait que ça a été long de trouver un nom que le trademark était disponible, puis toute la grosse démarche légale pour obtenir les trademarks dans tous les pays, qui est d'ailleurs pas encore complètement fini 2 ans plus tard. Il faut vraiment être T'es sérieux? patient, puis avoir des avocats qui connaissent ça là-dedans. Là. Tu Euh, peux-tu en dire plus là-dessus, Renaud? Parce que je suis comme, qu'est-ce que ça implique? Probablement que je suis trop noob ou que j'ai jamais checké ça comme du monde. On avait eu un petit enjeu là, avec une compagnie en Chine qui disait que c'était leur nom, Snipcart, puis bon, finalement, c'était mort dans l'œuf, là, cette espèce de potentiel problème-là, mais tu dis, tu sais, il faut que tu l'enregistres dans différents pays, dans différentes ouais. organisations. Comment ça marche, ça? Euh, Ben, en gros, dans le fond, un trademark, c'est juste que si, mettons, ça fonctionne pour certaines régions. Donc, par exemple, je pense le Canada, c'en est un. T'as toute l'Europe qui est ensemble. OK, OK. L'Australie, c'en est un autre, etc. Puis, il faut que tu déposes le trademark partout. Puis, dans le fond, pour avoir le trademark, faut que tu sois capable de dire, ben, il n'y a personne d'autre qui a réservé le nom Kickflip pour une catégorie Ah, ouais, ouais, de ouais, ouais. produits. Là. Fait que quelqu'un peut faire des skateboards kickflip en Australie, ça dérange pas parce que moi, c'est une plateforme de e-commerce. Tu Je sais. comprends. Fait qu'il faut que tu le réserves partout, il faut que tu payes des frais partout. Fait qu'il faut avoir des bons avocats qui sont là pour t'aider avec ça parce que C'est des, sinon, tu n'y arriveras pas. c'est des one-time fees, les frais dont tu parles, ou c'est comme des licences?
tu le réserves pour un certain nombre d'années. Fait que Ok. c'est un one-time fee pour genre 10 ans. Là. Peut-être que je me trompe, mais ça ressemble à ça. C'est tout du stock qui est bon à savoir, man. J'ai jamais honnêtement pris le temps de checker ça, mais je pense que ça peut être important, surtout comme tu dis, quand tu commercialises de même à l'international. Est-ce que vous avez designé, parce que tu dis que tu as des chops et des skills quand même de design, vous avez, je pense, du design à l'interne, mais le logo, le rebranding, avez-vous fait ça à l'interne ou à l'externe? Euh, non, à l'externe, moi, je trouvais que c'était important d'avoir un designer graphique. On n'a pas de designer graphique Ouais, pur à ok. l'interne. Un designer graphique spécialisé en branding. Fait que Intéressant. ce qu'on a fait, c'est que je suis allé sur Dribbble, j'ai juste posté l'offre rapido comme ça. Puis là, j'ai reçu genre plus de 70 portfolios Oh de boy. monde qui voulait le faire. Fait qu'à un moment donné, le lendemain matin, je me suis comme assis puis je les ai passés un par un. Là. Oh Puis boy. dès qu'il y avait quelque chose dans le portfolio que j'aimais pas, je le skippais. Puis à la fin, il m'en a resté 2 que tout ce qui était dans leur portfolio, j'adorais ça. Il y avait un gars de Berlin puis il y avait un gars du Kosovo. Ok. Puis on a choisi le gars du Kosovo. Wow. Ouais. Puis, tu sais, il était vraiment spécialisé en tech, fait qu'on était comme confiants. J'ai envoyé comme des mood boards un peu pour setter un peu l'atmosphère de qu'est-ce qu'on recherchait, puis comme un gros document qui expliquait notre démarche, puis où on voulait se placer dans le Ouais. marché, là. Puis, il a commencé à travailler. Sais-tu. Parce que moi, j'ai déjà entendu parler de soumission ou de prix que ça peut te coûter un rebranding, mettons, à Québec ou à Montréal avec une grosse agence pis tout ça. Justement, en travaillant avec Dribble, t'as comme l'exposition à différents markets. Ça t'a-tu permis justement de dépenser, mais peut-être sauver un peu de cash sur une grosse aventure comme un rebranding? Ça a coûté, ça a été quand même très straightforward, là. Ça a coûté 5000 US. Ok, c'était un flat fee pour genre, je retravaille ta marque. Puis, ok. Ouais, puis tu sais, il y a comme tout un processus qui m'a expliqué, là, tu sais, je fais comme 4 esquisses, après ça, tu sais, j'en fais Ouais. 70, je t'en présente 3, 4, etc. Puis Ok. nous, comme il nous a présenté sa première esquisse, puis il a dit, les gars, je fais jamais ça, pour vrai, mais comme j'ai trouvé de quoi, là. Tu sais, il y a comme... C'est comme que le K avec le I, ça fait un petit bonhomme qui fait du skate. Ouais. Ouais, Fait que c'était comme, il y a comme, tu sais, je fais jamais ça, mais pour vrai, vous devriez vraiment prendre ça. Là. Fait il nous laissait comme pas le choix. Là. Fait qu'on a, puis on était d'accord, là, on a dit, ouais, c'est sick, puis let's go, va Ouais. avec ça pour finir ça. Fait que ça a été super rapide, cette portion-là, du Ah, man, rebranding. le monde iront le voir, là, mais ouais, c'est vrai que ça look le logo, man, puis le petit symbolisme, il est nice. Puis là, aujourd'hui, justement, c'est fait, c'est done. Au niveau des résultats, es-tu content? Genre, pas de regrets à ce niveau-là? Non, on est vraiment content. Je pense que le plus gros truc, c'est qu'on est vraiment fiers de cette marque-là, de Ouais, travailler pour cette marque-là, comme un sentiment ouais. d'appartenance dans l'équipe. Puis Mais, les clients, on voit que ça résonne. Tu sais, on est tous des kids des années 90-2000, puis on a tous fait du skate. Fait que souvent, les clients, même, ils nous le disent « Ah, wow, c'est cool, kickflip. » Fait que... nice. Mais, tu sais, d'autres, je pense aussi qu'il y a des fois, il y a un effet marque employeur, un effet engagement employé aussi de dire, genre, à un souper de Noël, quand je dis où je travaille, je suis plus content au stock de dire My Customizer ou Kickflip, tu sais. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment Ouais, comme ludique 100%. puis rythmé dans Kickflip. En tout cas, moi, je suis un fan. On va switcher, mettons, à un tout petit peu d'histoire, mais parle-moi de la genèse, justement, de Kickflip, qui était My Customizer à l'époque. Genre, rapido, comment t'as bougé du service à identifier un problème qui peut être réglé par un produit SaaS à, mettons, full self-serve SaaS avec Kickflip. Ouais, cool. Fait que dans le fond, comme je disais tantôt, moi, j'avais comme client MIA Sports, je faisais leur petit customizer de gants de hockey en flash. Puis, Ouais. tu sais, ce customizer-là, dans le fond, c'était même pas relié à un commerce en ligne. Là. Tu laissais tes informations, puis il y a un vendeur qui t'appelait.
Oh, wow. Fait que là, il appelait tout le monde qui créait un gant, là, c'est comme, hey, t'as créé un gant, combien t'en veux, veux-tu l'acheter? Puis that's it, il faisait comme C'est ça. hot. Puis après ça, quand ils ont vendu à Warrior, ben, comme j'étais en charge de tout ça, puis c'était comme core dans cette compagnie-là, cette affaire-là, le configurateur. C'est un peu pour ça qu'il m'a donné la job, entre autres, là. Puis le fait que j'avais un bac en design de produits, ben ça aidait. Puis tu sais, il m'a dit, ben tu vas pouvoir travailler sur des gants de hockey en même temps, puis des choses comme ça. Fait que je tripais. Mais on a vu tu sais, on a vu ce produit-là. Après, j'ai fait embarquer Simon, qui est mon cofondateur maintenant, comme lui était freelance, puis OK. tu sais, il a connecté ça à des bases de données. Lui, c'est un vrai programmeur. Tu sais, OK. puis il a comme... C'est devenu un vrai logiciel, mettons. Puis les ventes de ça grossissaient. Puis tu sais, ça prenait de l'ampleur. Warrior, il ajoutait tout le temps des produits. Le Lacrosse s'en voulait. Tu sais. OK. On voyait que ça faisait boule de neige. Puis jusqu'au jour où ils ont dit, ben là, les gars, genre, c'est cool, mais c'est pas notre business de développer ça à l'interne. T'sais, on veut le donner à une agence. Fait que moi, je me suis reviré vers Sim. J'ai dit, Sim, on part une compagnie puis on prend le contrat. Ah, nice. Ouais. Fait que j'ai quitté ma job. Genre, on leur a tout expliqué ça. On a parti une compagnie. On a travaillé comme 2 ans juste pour eux autres. OK. Mais c'était comme énormément de code à développer juste pour un client, là. C'est quand même un logiciel complexe. Fait que là, c'est là qu'on a comme dit, crime, un SaaS. Tu sais, je lisais beaucoup le blog des gars de Basecamp, Oui. Getting Real. Fait que puis là, on a comme entendu parler de l'accélérateur Founder Fuel. Fait OK. qu'on est allé là en leur pitchant que nous autres, on voulait justement transformer notre business en SaaS. Fait qu'ils nous ont fait rentrer dans Founder Fuel. Puis c'est là qu'on a vraiment comme brassé le modèle d'affaires. Puis Nice. Puis, ouais. dans le fond, fait que toi, t'avais clairement une grosse compagnie qui avait ce besoin-là parce que faisait de la vente en ligne, puis la customisation de produits, ça pouvait être un de leurs axes de service ou de vente, peu importe. Fait que tu le savais qu'il y avait probablement d'autres compagnies similaires à ça qui pourraient avoir besoin Ouais. d'un produit comme ça, puis t'étais comme, c'est bien, comme tu dis, beaucoup trop de lignes de code, un produit d'une certaine envergure, c'est sûr qu'on peut le distribuer à... Ça n'a pas besoin de vivre comme une solution interne puis custom. Ça pourrait probablement être commercialisé. Right. Puis là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mettons, comment tu as trouvé Founder Fuel, puis pourquoi tu as décidé de faire, OK, pour bouger de plus service, plus custom à produit plus SaaS, je vais aller là, genre. Comment on les a trouvés? Je pense qu'on est allé à un démo day. Puis on avait trouvé ça super cool, là. Tu sais, il y a genre 500 personnes plus à leur démo day, là. C'est OK, comme un nice. gros show, là. C'est big. Fait qu'on avait trouvé ça vraiment nice. Puis après, on est allé au Startup Fest à Montréal. Puis je me suis adonné à jaser à John Stokes, qui est un des partners chez Real Ventures, là. Puis eux autres sont en charge de Founder Fuel. Fait qu'il m'a dit, hey, tu sais, il y a une nouvelle cohorte qui commence genre dans 3 semaines, 1 mois. Viens au bureau lundi, puis pitch-moi ton affaire. Fait qu'on a comme monté un petit pitch deck, genre, en une fin de semaine. Puis le lundi matin, on était dans son bureau, puis ils ont dit, OK, on vous prend dans le programme. Puis Founder Fuel, pour les gens qui écoutent et qui sont pas familiers nécessairement avec les accélérateurs, incubateurs, Founder Fuel, c'est un programme d'accélération qui mène justement un démo day. Le but, c'est de valider, tester, développer ton SaaS ou ta startup en général, d'arriver à un démo day où est-ce que tu peux pitcher un peu ce que tu as buildé, les clients que tu as, les projections, ta vision pour le monde. Là, il y a un paquet d'investisseurs aussi qui sont là à ces démo day-là. Fait que si tu veux aller chercher plus de funding, c'est un bon... Il y a un modèle très similaire avec YC, le Y Combinator, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Marc-André Campagne, mettons. C'est pas mal ça. Ça fait du sens comme résumé? Ouais, c'est ça. Puis
te donnent un peu d'argent dans le sens ils te le donnent pas, là. Ils prennent une petite portion de ta compagnie en échange d'un micro-seed, là. Nous autres, dans le temps, c'était comme 30 000. Puis à la fin du programme, on avait accès à un 150 000 de plus de la BDC. Ouais. Fait que ça nous a fait un genre de 170 000 là, qui nous a permis de finalement développer la première version de notre logiciel. Est-ce que... Parce que là, il y a plusieurs motivations qui peuvent te pousser à aller, mettons, dans un accélérateur puis passer à travers une cohorte similaire à ça. Est-ce que, justement, l'accès à un peu de capital puis comme de startup capital, ça t'intéressait? Est-ce que c'était plus le mentorat, l'espèce de focus crunch de je passe une couple de semaines ou mois là, l'investissement après, tu sais... C'est quoi C'était tout le package, OK. mais ils ont vraiment une équipe, tu sais, t'as la chance de côtoyer des investisseurs aguerris, tu sais, pas juste du Québec, mais de Silicon Valley qui OK. viennent. T'as la chance de rencontrer des founders de grosses startups, tu sais, qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, mais tu sais, qui viennent te conter des fois leur histoire ou puis même qui vont regarder ta business puis tu sais, la virer de tout bord, tout côté. Mhm. C'est surtout ça qui est bien, là, c'est que ça challenge tout ton modèle d'affaires. Puis Ouais. nous autres, c'est là qu'on a comme tout seté les bases de ce que Kickflip allait devenir finalement. Avez-vous levé du cash ailleurs ou à un autre moment que à ce moment-là, ou est-ce que il y a un petit peu de capital qui est injecté dans le programme d'accélération? Non, suite à ça, comme on a vraiment développé notre première version, on a eu un gros client qui est rentré. Puis OK. après ça, quelques autres gros clients. Puis c'est ça qui a fait qu'on a réussi comme à se rendre où on est. Je sais pas OK. si c'était le meilleur chemin, mais Hein? c'est le chemin qu'on a pris. Dis-moi en plus, y a-t-il une partie de toi des fois qui se dit ah, peut-être j'aurais dû lever du cash là ou rentrer un Ben, honnêtement, on a failli. On avait un term sheet à un moment donné. On OK. a failli lever une ronde dans les 7 chiffres. OK, Chris, quand même. OK. On avait un term sheet. Notre avocat l'avait négocié, il restait à signer. Puis il y a un de nos co-founders qui est plus avec nous maintenant, mais qui a comme décidé je signe pas ça. Mhm. Il était pas d'accord avec cette direction-là. Fait que finalement, c'est ça. On n'a pas levé de l'argent. On saura jamais où on serait maintenant avoir eu Exact. cet argent-là, mais écoute, c'est ça qui est ça. Ouais, puis ce qui est sûr à 100%, c'est que, comme tu dis, on peut pas vivre dans le conditionnel puis dans le si jamais, blablabla, mais vous avez gardé plus d'équité, ça c'est sûr à 100%. Ouais. Puis là, tu sais, aujourd'hui, tantôt tu disais comme on est rendu 16, ça va bien, on est soit cash flow neutral ou ben non, si vous vouliez, vous pourriez mettons être profitable, mais vous réinvestissez. T'as besoin d'embaucher du monde pour te rendre là. T'sais, tu peux pas juste rester 2 personnes puis te rendre là longtemps. T'as-tu trouvé ça tough d'embaucher en SaaS au Québec? Si oui ou non, pourquoi? Genre, tu sais, j'ai le goût que tu me parles un peu de ce côté-là de la business parce que moi, ça m'a intéressé beaucoup puis j'en ai eu des défis tout. Ben, je dirais oui et non. Oui, c'est tough, comme tout le monde le sait. Tu sais, le marché pour trouver des développeurs web, c'est grosse rareté, là. Tout le monde, je pense, est au courant du problème. Fait que mais tu sais, je dirais non parce qu'on a quand même une équipe, je pense, puis une culture sur laquelle on travaille tout le temps qui est le fun. Tu sais, des belles conditions, des bons salaires, des stock options. Mais je Nice. pense vraiment que c'est le fun de venir au bureau, le fun d'être avec cette gang-là. Puis Moi, peut-être le tech stack aussi, qu'on a un tech stack moderne, OK. que les devs, ils voient notre tech stack, ils sont comme, OK, j'ai le goût de travailler là-dedans. Tu sais, c'est pas du vieux PHP ou du ASP. Un Là. gros 10. Fait que il y a ça. Puis tu sais, c'est un défi technologique important. Fait que les devs sont tout le temps souvent à la recherche d'un challenge. Puis tu sais, de produire de travailler sur un produit long term Ouais. qui est de la qualité. Tu sais, c'est pas juste des petits projets, là, tu sais, comme une agence qui roule.
T'es vraiment sur un truc, puis t'as le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, là, disons. C'est cool, man. Puis là, c'est moi qui fais basically du customer interview pour mes propres projets, mais t'as-tu... quand t'embauchais, là, il y a différentes manières d'embaucher. Tu peux marcher par referral, ton réseau proche, le réseau des gens de ton réseau, ou le réseau de tes employés, tes investisseurs, peu importe, tu sais. T'as le réseau, t'as les job postings sur les LinkedIn, Indeed, Grenier aux emplois, Job Boom de ce monde, t'as des headhunters, t'as des consultants RH. Je serais juste curieux de savoir quelle méthode a marché le plus pour toi, genre. On a essayé un peu de tout. OK. Ce qui marche le mieux, c'est les referrals. Dans le fond, un employé qui dit j'ai travaillé avec telle personne, elle est super bonne, Ouais. je vous la recommande, là, ça c'est le best. Sinon, LinkedIn, Indeed, on fait tout le temps ça, là, puis on reçoit des CV, beaucoup de CV, puis après, il faut que tu tries, Ouais. puis tu tombes sur la bonne personne. Fait que c'est plus moins sûr que T'as-tu ça va fonctionner. t'as-tu Mais déjà embauché directement à partir d'une offre, une application sur LinkedIn ou Indeed, mettons? ouais, Ouais. plusieurs fois. OK, Ouais. nice. Cool. Puis les headhunters, on a eu des. À date, ça n'a pas marché, les headhunters. OK. C'est cher aussi, c'est super cher. Ouais, je sais, man. Puis, qu'est-ce que... Parce que là, il y a... toi puis moi, on a vécu quelque chose en parallèle. Où est-ce les deux, on était dans l'e-commerce, dans l'industrie, disons, large du e-commerce, pendant la COVID, right? Nous, le monde le savent, c'est quoi que ça a fait pour Snipcart. Ça a été un accélérant qui a mené éventuellement à une vente, etc. J'en ai parlé partout. Vous, qu'est-ce que ça a fait, mettons, la période COVID comme impact sur Kickflip? Comme on était comme vous autres dans les commerces, pour les revenus, pour la croissance, ça a été positif finalement, là, à cause du boost qu'il y a eu dans les commerces. Ouais, L'impact négatif, moi, j'ai trouvé que c'était sur le moral de l'équipe, sur 100%. mon propre moral. Moi, j'aime vraiment aller au bureau tous les jours. Ouais. J'y vais en vélo, je marche jusqu'au bureau. Fait que c'est mon exercice physique en plus d'y aller puis de revenir, tu sais. Fait que là, tu me coupes ça puis tu me dis tu travailles dans ta cuisine avec tes 2 enfants qui courent partout, Ouais. qui sont en train de monter sur une chaise pour fouiller dans le garde-manger puis ramasser des biscuits, là. Pendant que toi, t'es sur un Zoom ou t'essaies de te concentrer, là, ça marchait pas, là. Fait Ouais. que... Puis il y Puis, en a d'autres, des employés qui ont vécu de la solitude aussi, là. Fait ouais, que, c'était ouais. très spécial comme période, surtout quand tu vois le reste du monde souffrir psychologiquement, économiquement, puis que t'es comme, ouais, ma business, ça va crissement bien, genre. Mais pas nécessairement le monde dedans. Fait que qu'est-ce que tu penses des vaccins mRNA? Non. C'était finalement un piège de cancellation puis de polémique tout le podcast. Non, man. Avez-vous embauché pendant la COVID? Bonne question. C'est... Ah ouais. C'est flou. Juste avant la COVID, ouais, c'est un gros flou, la COVID. Juste avant la COVID, on venait d'engager une directrice des ventes. OK. Intéressant. Fait qu'elle a eu genre un jour au bureau, puis après, Ouf. confinement. Ouais. Fait qu'elle est encore avec nous, mais les 3 premiers mois, là, travailler, tu sais, avec elle, apprendre à se connaître, apprendre tout qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes pour onboarder, puis tout ça à distance, là, c'était pas top. Puis, moi, dude, ça m'intéresse de savoir, toi, ton day-to-day, ça ressemble à quoi, mettons? Parce que là, ton titre, c'est co-founder CEO, exact? Ouais, Bon. ouais. Fait que, mettons, là, il y a quelqu'un qui écoute, puis comme, OK, un SaaS successful, qui sont à peu près 16, qui roule bien, qui est profitable, ça ressemble à... C'est quoi la job d'un CEO, genre? Qu'est-ce que tu fais au day-to-day? Genre, j'ai 3 grosses priorités, je pense, OK? en tant que CEO. S'assurer qu'on a assez de cash. Ouais. Tu sais, que la business grossit. L'autre, c'est s'assurer qu'on a une bonne équipe.
qu'on a l'équipe pour réaliser les projets. Puis l'autre, c'est la vision, transmettre ma vision, puis s'assurer que Ouais. je suis en accord avec la vision vers laquelle on s'en va. Ça, c'est comme les grosses orientations que je me répète tout le temps. Tu sais, j'ai-tu assez de cash? J'ai-tu l'équipe? On est-tu en train de s'en aller dans la bonne direction? Mais en tant que tel, au day-to-day, ce qui est cool, je pense, d'être CEO, c'est que tu touches à tout. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça me former par moi-même un peu sur plein d'affaires. Fait que, tu sais, j'ai autant eu la chance de faire des ventes pendant un bout quand j'ai comme senti que j'avais maîtrisé la patente puis qu'on avait besoin de plus d'expertise puis plus d'autres personnes, on est allé engager. Après ça, j'ai fait du marketing tout seul un bout. Après ça, on a engagé du monde en marketing, une directrice marketing pour comme justement pousser plus loin. Mais quand quelqu'un rentre, ça veut pas dire que j'arrête non plus d'en faire. Tu sais, je continue à m'impliquer dans ces domaines-là. Puis avec mon background en design, ben quand il y a du QA, quand il y a des meetings de design, j'aime ça des fois embarquer. Pas tout le temps, mais fait que puis de ce temps-ci, je parle beaucoup à notre CFO. On a maintenant une CFO fractionnelle. OK, intéressant. Dis-moi en plus là-dessus. Qui est... Ouais, ben ça a été le gros move que je suis content là, d'avoir fait l'an passé. Les finances, on gérait ça nous-mêmes là, dans une feuille Google Sheets, les founders. Là, puis à un moment donné, ça pèse, puis tu sais, on n'est pas des comptables, là, loin de là. Fait on avait toujours réussi à se débrouiller avec ça. Mais là, on a dit ça serait le fun d'avoir quelqu'un. Fait qu'on est allé avec Finalytics, qui sont comme une firme de CFO fractionnel. Puis, OK, ça m'intéresse vraiment d'autres. Je veux double-cliquer. Fait comment t'as trouvé cette firme-là? Puis c'est dans le fond du placement de fractional CFO. Fait que ça, pour le monde qui écoute, là, c'est genre quelqu'un qui, basically, part-time, va t'aider dans la gestion de tes finances, la santé financière, la vision, les risques, au niveau vraiment du cash dans ta compagnie. Cette personne-là, elle est où dans le monde? Comment t'as trouvé la firme? C'est ça, creusons un peu là-dessus. J'étais allé à SAS North à une conférence à Ottawa. Oui. Puis j'ai rencontré David, le fondateur. C'est une firme québécoise. Très cool. Puis ils ont plein de clients. C'est tous des startups, leurs clients, en gros. Ils sont vraiment basés, c'est finance, mais vraiment comme metrics. Là. Ils sont comme metrics-driven. Puis ce qui est cool avec eux autres, c'est que ben tu as accès à un CFO, tu as accès à du bookkeeping, tu as accès à un spécialiste en grants, en subvention, subvention. Fait que c'est tout, finalement, beaucoup d'expertise que si on avait engagé un CFO, mais il n'y aurait pas nécessairement eu toutes ces expertises-là, tandis qu'avec eux, tu l'as. Puis on n'est pas non plus, je pense, assez gros pour avoir quelqu'un full-time. Fait que, ça a été un bon move. C'est vraiment intéressant comme modèle fractional X. Là. Mettons, j'ai vu des fractional CMO. Je pense qu'Émilie Carignan, qui est venue sur le podcast et qui travaille avec moi chez Snipcart Duda, elle a fait ça. Je trouve ça intéressant. Je me demande, t'es pas obligé de dire des détails, mais ça ressemble à quoi leur pricing model? Genre comment... C'est juste des bundles à l'heure? C'est des bundles au mois, à l'année? Comment ça marche? C'est pas mal à l'heure, en gros. Ouais. Puis tu t'entends, là, ben, tu sais, je veux dire, ils regardent ton dossier, puis ils disent, ben, on pense que ça va prendre grosso modo tant d'heures par mois. Fait que c'est... Moi, ce que j'aimerais ça, je pense que le monde qui écoute catch, c'est... OK, Renaud, il a dit, mettons, OK, ma job de CEO, c'est m'assurer que la business ait assez de cash puis avec de la croissance. M'assurer que l'équipe en place, c'est la bonne équipe pour se rendre dans nos objectifs de croissance. Puis m'assurer que la vision de croissance est sharp, puis que le produit suit, puis que l'équipe suit, puis etc. Ensuite, les 3 autres choses que Renaud a dit par rapport à le fractional CFO et les services qu'il y a dans la firme qui parle,
c'est accès à du bookkeeping, gestion des finances genre en général, puis accès à des experts en grants, en subvention, tout ça. Moi, pour l'avoir fait un bout, je peux te confirmer que les 3 dernières choses que tu as dit qu'eux peuvent faire, ça peut devenir des estis de trous noirs puis de time suck pour un CEO. Puis pendant que ton temps est genre aspiré dans ces choses-là, t'es pas nécessairement en train de faire les 2 ou 3 composantes clés de genre ta job de value added CEO, mettons. Fait que je trouve ça fucking intéressant, puis c'est le genre d'affaire que je garde en tête pour justement les prochaines ventures qui startent de mon bord. Fractional CFO. On mettra ça dans les show notes aussi là, pour que le monde puisse aller checker. Tu sais, une de tes jobs, c'est aussi de gérer les risques, mettons. Que ce soit les risques de si je prends tel financement, si j'embauche ce genre de personne, si je développe un nouveau market, peu importe. Il y en a un paquet de risques quand tu es en startup et en SaaS. Il y en a un qu'on entend souvent parler, mettons, dans la mythologie, ou pas la mythologie, mais l'espèce de langage de startup qui est le platform risk, right? Dépendre trop d'une plateforme tierce pour la distribution de ton SaaS. Il y a aussi des bénéfices, par contre, qui viennent avec quand tu t'arrimes à une plateforme. Vous, si je me rappelle bien, il y a quand même une bonne partie de vos revenus qui viennent de Shopify, parce que vous avez une app Shopify pour Kickflip. Comment tu gères ça un peu, ce platform risk ou benefit-là par rapport à Shopify ou d'autres? Ouais. C'est vrai que Shopify, pour nous, c'est un vecteur de vente vraiment important. Tu t'arrimes à un géant, là, fait que c'est ça qui est vraiment bénéfique, c'est que Exact. il y a des millions de business qui utilisent Shopify, puis ils sont en super croissance, fait qu'il y en a. Puis là-dessus, c'est sûr qu'il y a un pourcentage qui cherche des solutions pour la customisation, fait que d'être sur leur App Store, pour nous, c'est clé. Puis même le App Store, il est vraiment vivant. Là. Le monde y installe. Tu sais, c'est vraiment une plateforme où est-ce que le monde installe des apps. Là. Ça se fait clic en 2-3 clics. Puis ils peuvent essayer notre solution vraiment facilement, vraiment rapidement. Fait que ça, c'est super cool. OK. Puis en plus, ils sont quand même versus, disons, Apple ou d'autres plateformes, c'est très developer-friendly. Ouais. En bas, quand tu as des revenus en bas d'1 million, il n'y a aucun rev share annuel. Ah ouais, OK, je savais pas ça. Puis quand tu vends pour plus d'1 million, ça tombe à 15%. Fait que c'est quand même assez bon là, de ce côté-là. C'est sûr que des risques, il y en a. Tu sais, récemment, Shopify, ils ont lancé, par exemple, une app de bundle de produits, là, pour grouper des produits ensemble. Ouais. Ben, toutes les apps qui existaient de bundle de produits, ils mangent leur bas, sûrement. Là. Ils sont obligés de se démarquer de finalement un Shopify qui devient un peu leur compétiteur, mais ça fait partie de la game. Puis d'un autre côté, on se dit, nous autres, crime, on aime penser qu'on est rendu tellement bon que si jamais ils veulent faire de la customisation, ils vont nous lâcher un coup de fil. Puis, vous avez des apps qui fonctionnent dans d'autres plateformes aussi, right? Ouais, c'est ça. On se limite pas à Shopify. Notre but, c'est de développer les connecteurs pour toutes les plateformes e-commerce du bas du marché, là, comme Wix, jusqu'en haut du marché, comme Salesforce. Puis on le voit qu'à chaque fois qu'on ajoute une connexion, ben, on accède à un nouveau bassin de clients. Fait que c'est sûr que c'est important de se diversifier de ce côté-là. Puis, as-tu une bonne job de marketing pour réussir à être visible et découvrable sur, mettons, un App Store comme Shopify? C'est-tu du App Store Optimization un petit peu? Genre, passez-vous du temps là-dessus? Ouais, c'est important. Le listing de ta page sur l'App Store est super important, mais c'est pas juste de penser que une fois que tu es là-dessus, tu fais rien puis tout va marcher. T'sais, nous autres, on fait des ads. OK. Fait des ads sur le store pour sortir. Si le monde cherche, par exemple, Customizer, ben c'est sûr qu'on va sortir.
Puis on fait d'autres efforts marketing, par exemple sur Google ou d'autres channels. Puis, est-ce que tu dirais que c'est compétitif comme space, disons, ta verticale dans un app marketplace comme Shopify? Ça peut être très compétitif, surtout si ton app, c'est quelque chose de base, là, genre des apps qui font des discounts, ben là, il y en a peut-être 40, 50. Ouais, ouais. Par contre, nous autres, c'est assez niche, c'est assez typé ce qu'on fait. Puis oui, tu vas avoir, on a des compétiteurs que des fois, tu vois que c'est comme un one dev team, là. C'est un homme orchestre, c'est ça, Ouais. sa business. Mais là, après, quand les clients ils comparent, ils voient que c'est pas en toute la même affaire, là. Fait que je pense qu'on réussit à se démarquer quand même par la qualité de notre logiciel. Nice. Puis, si tu peux parler de ton pricing model, que ce soit quand un utilisateur paye pour Kickflip via une app, comme dans Shopify, ou je pense que on peut l'utiliser via API aussi, Kickflip, ou via les autres plateformes. Comment vous chargez vos clients? Ouais, ça, c'est une autre grosse décision qu'on a prise dans l'année. On a décidé de transitionner à un modèle purement basé sur les frais de transaction, donc OK. usage-based pricing. Fait que maintenant, c'est 0$ par mois. Tout ce qu'on charge, c'est 2,19% sur les ventes. Fait que OK. on est comme all-in là, sur le succès de nos clients. Ça a permis, il n'y a plus aucune barrière à l'entrée. Fait que il y a beaucoup plus de clients qui rentrent dans ton pipeline. Avant, il y avait un flat fee? Ouais, avant, il y avait aussi un frais de transaction. C'était compliqué. On voulait simplifier, là. Il y avait un frais de transaction plus un flat fee qui baissait selon la quantité de produits dans la plateforme. Fait Ouais. que finalement, c'était comme on mettait des barrières pour rien. On a dit plus aucune barrière, tu as toutes les features, toutes les fonctionnalités. Puis nous autres, on va faire de l'argent si tu fais de l'argent. Ouais. C'était ça, Snip, au Fait que début. notre but, ça devient d'aider les clients le plus possible à réussir. T'as-tu grand-périsé ceux qui étaient déjà là ou t'as switché le pricing de tout le monde? Comment t'as géré la transition? On a fait ça, ouais, smooth. OK. On a comme tous les clients, ils n'étaient pas obligés de changer de pricing. Ils pouvaient garder leur OK. pricing. C'est juste que s'ils veulent changer, ben, il faut qu'ils aillent vers le nouveau modèle. Est-ce que Shopify ou une plateforme où tu distribues ton app, ton logiciel a quelque chose à dire sur ton pricing, genre? Ça doit être reviewed par, je sais pas. Non, Non, OK. sont flexibles là-dessus. Là, eux autres, la seule affaire, c'est que tu dois charger tes clients à travers le Shopify Billing API. OK, c'est bon. Parce que eux, leur cote à Donc, part de là. ouais, OK. mais ils te permettent de faire du usage-based, du monthly, du flat fee, comme tu veux. Puis de façon générale, tu considères que c'est une bonne décision, ça? Ça fait combien de temps qu'elle a été officiellement prise, cette décision-là, puis implémentée? La décision a été prise, ça a été implémenté genre en février. OK. Fait que à court terme, c'est sûr que on était habitué de voir une courbe de MRR stable, Ouais. tes inscriptions de 29, 79, 129 piastres par mois, mais là, ça, tu l'as plus à court terme, là. Mhm. Puis tes clients que tu rentres, ben, ils sont à 0$, puis ça leur prend un temps Ouais, X à commencer à vendre. Fait que pour un moment, notre courbe, je comprends. elle est devenue un peu plus flat. Mais d'un autre côté, on voyait l'autre courbe des clients accélérer, tu sais. OK. Fait qu'on savait que ça s'en venait, puis il y a toute la saisonnalité du e-commerce là-dedans aussi Absolument. à prendre en compte, là. Fait que j'ai hâte de voir Black Friday cette année. Ouais. Je pense que Ça, ça va être ça bien. s'en vient pour vous, là. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, C'est là que ça ouais. kick. C'était la même chose avec Snip.
Puis, comment vous faites pour acquérir des clients? Il y a clairement un canal de distribution qui est les app marketplaces dans lesquels vous êtes présent puis visible, mais à part ça, tu sais, le marketing en général, les canaux marketing, l'équipe à l'interne, j'ai envie d'avoir un portrait de ça un peu. Ouais, on fait des pubs sur Google, OK, sur Meta, Instagram, Facebook, un peu de retargeting. Sur Google, c'est vraiment des search ads. Fait que si tu cherches des termes clés, on essaie de sortir. On fait du SEO. OK, On a commencé depuis 1 an et demi à en faire beaucoup plus. Puis ça, cool. c'est le fun aussi, là. Je vois l'organique grossir. Mais c'est vraiment inbound, on fait aucun outbound, là. On va pas contacter une compagnie pour dire Il n'y a voudriez-vous. pas Il d'équipe ou de n'y personne a de pas de cold vente, calls genre. ou. Ouais, on a une directrice des ventes, puis on a Cindy au Customer Success, mais finalement, leur job, c'est vraiment d'accompagner les clients, c'est pas de Ouais, la vente sous pression, tu sais, c'est d'expliquer notre logiciel, leur faire comprendre que ça peut fonctionner, leur projet de configurateur, puis ensuite de les aider à setuper leurs affaires ouais. jusqu'à ce qu'ils fassent des ventes. Puis au niveau des... Tu parlais de ads sur différentes plateformes puis de SEO, c'est-tu toute de l'expertise que tu as à l'interne ou tu travailles avec du monde à l'externe aussi? On a choisi de garder, par le passé travaillé avec une agence, puis on n'a pas été satisfait, fait qu'on a choisi d'y aller à l'interne. On a engagé une directrice marketing OK, nice. qui était dans un SaaS avant aussi, fait que ça nous a beaucoup aidé là, parce que j'essayais de m'auto-former là-dessus encore une fois, puis à un moment donné, là, tu te dis, OK, c'est un monde, là, Ouais. ouais. Juste gérer Google Ads, là, Ouais, ça peut être un job temps plein. c'est une job en soi. Ouais. Mais c'est cool. Je suis content de voir aussi justement que vous diversifiez dans le SEO et l'organique. C'est sûr qu'il y a une petite place spéciale pour moi, ce canal-là. J'ai vu Mm. aussi que sur la homepage, vous faisiez la promotion de vos ratings Captera et G2, qui sont des plateformes de découverte et de comparaison de logiciels là, que peut-être que les gens sont familiers avec ou pas. Est-ce que c'est un driver de croissance, d'acquisition? Parle-moi un peu de ça. Ouais, ça, j'étais vraiment sceptique, honnêtement. Puis c'est RJ, notre directrice marketing, qui a vraiment poussé ça, puis qui a dit, les gars, on devrait le faire, puis qui OK. nous a convaincus. Puis, crime, je suis surpris. Premièrement, ça nous a vraiment donné de la motivation à l'équipe, là, parce que tu payes un gros montant, puis ensuite, ils te donnent un certain Ouais. package de dollars à donner à tes clients pour obtenir des reviews. OK. Puis ils te fixent un objectif. Si tu atteins, mettons, 50 reviews en tel temps, ben là, on te redonne un autre, je sais pas trop, 1000 piastres Ouais. de... Fait que là, ça a comme tout motivé l'équipe de vente de Customer Success, même les devs, tu sais, de faire la meilleure job possible pour obtenir des reviews. Puis ça a comme Intéressant. créé un genre d'engouement dans la compagnie. Fait que ça, c'était le fun. Puis je pensais pas à quel point ça pouvait être important là, d'avoir... On avait déjà des reviews sur Shopify, mais d'en avoir sur G2, qui est plus une plateforme où est-ce qu'ils vont vraiment review justement chaque commentaire. Puis c'est comme vu, je pense, plus neutre, même si ça l'est peut-être pas 100%. Ouais. Là. Ben, C'est comme c'est important finalement. Là. c- Je pense que les clients, ils vont le voir. Puis c'est aussi, c'est peut-être pas numéro un dans leur décision, mais c'est important. c'est aussi que les gens qui vont sur G2, Captera, peu importe, c'est des gens que dans leur processus d'achat, leur processus décisionnel sont quand même bas dans le funnel, sont proches d'une décision, sont en mode comparaison, ils sont plus en Ouais. awareness ou whatever. Fait que si t'es là, puis que t'as des glowing reviews, puis tout ça, comme tu dis, ça peut être un touch point, une augmentation de la confiance, ah oui, ma décision, je suis comme un peu plus safe de la prendre parce que j'ai pas juste vu les trucs sur Shopify, puis le SEO, puis les ads, j'ai aussi vu genre 50 reviews, 100 reviews et plus
positif sur une plateforme, comme tu dis, de tierce partie, c'est agnostique, entre guillemets. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des intéressantes mécaniques de paiement à l'interne, puis de Ouais. incentives pour... Puis avec Shopify, par contre, c'est vraiment son stiff là-dessus. Là. OK. Tu peux pas payer, tu peux pas. Il y a plein de règles parce qu'ils veulent que leur review soit le plus comme Ouais. authentique possible. Fait que c'est différent de G2, mais l'autre affaire, c'est comme je pensais pas non plus. À un moment donné, au début, je répondais pas aux reviews. Puis là, je parlais à un gars qui avait une app Shopify, puis je dis, toi, j'ai vu que tu répondais, tu sais. Ouais. Il dit, ben, crime Renaud, genre, la personne a pris genre 5, 10, 15 minutes de son temps pour t'écrire un commentaire. Penses-tu que ça serait une bonne idée de juste comme répondre? J'ai dit, ah ouais, je suis con là. Fait que maintenant, je prends vraiment le temps, tu sais. On prend le temps de répondre en détail à chaque review, puis ça montre qu'on care. Ben oui, Fait que je pense que c'est un bon signe que les clients voient. Là. absolument. Fait que oui, ça a été positif, puis ça génère des leads. Puis, tu sais, ça, mettons, là, ne pas répondre aux reviews alors qu'il était direct là, c'en est une petite erreur. Mettons que tu te dis, ah ouais, Chris, Ouais, j'aurais ouais. dû clutcher là-dessus. Y a-tu d'autres erreurs de façon générale dans le business que tu as envie de partager si tu es à l'aise, évidemment? Ouais, ben, je pense pour nous, la plus grosse erreur, ça a été quand on a démarré l'entreprise, on était Ouais. jeunes, là, on avait une jeune vingtaine. Puis on a fait faire la convention d'actionnaires par genre le beau-frère du beau-frère. Fait que, tu sais, vraiment sur un coin de table, là, c'était comme un template qu'il avait trouvé, en tout cas. Fait que ça a fait que Hmm. finalement, la convention d'actionnaires, c'est vraiment un contrat là, de mariage, en quelque Absolument. sorte, entre toi et tes cofondateurs. Puis s'il n'y a pas des mécanismes, tu sais, qu'un vrai avocat en droit des corporatifs, que, tu sais, normalement, c'est standard, là, c'est des Ouais, choses ouais. comme, faut que ça soit là, puis c'est là pour te protéger, toi, puis pour protéger tes cofondateurs, puis protéger l'entreprise. Euh, Fait que nous autres, il n'y avait pas ça, ou il y avait des choses comme ça, mais très funky. Fait que ça a fait que plus tard, quand il a été le temps il y a un cofondateur qui a quitté, puis quand il a été le temps de le racheter, ben, ça nous a coûté une fortune le racheter, littéralement une fortune, Ah ouais. autant en dollars qu'en énergie, qu'en motivation, qu'en frais légaux. Hmm. Hmm. Puis ça a pris 2 ans et demi, genre. Fait que si, tu sais, ça aurait pu, à quelque part, quasiment tuer la Ouais, business si on n'avait pas été si... Tu sais, on aurait pu dire, hey, je suis tanné, là. ouais. On met la clé dans la porte, puis on fait d'autres choses. Tellement ça a été tough, mais une fois qu'on l'a fait, ça a tout débloqué, puis maintenant, c'est juste du positif, mais ça a été une grosse erreur. Mais tu sais, c'est important de le dire, puis c'est important de partager ces moves-là qui ont été plus tough, tu sais, pour que justement le monde qui suive ou ben donc qui sont en train de se poser ces questions-là puisse faire comme ouais shit man, peut-être que je vais le mettre là, quelques 1000$ de plus pour genre avoir une convention d'actionnaire sur le Ah, sens du monde. c'est le meilleur investissement que tu peux pas faire. Tout le monde qui me dit je démarre une business, t'as-tu une convention d'actionnaire? Ah non, ben tu devrais aller voir un avocat qui connaît ça, là. Ouais, je sais jamais comment réagir à ça, dude, parce que je me dis, tu sais, mettons, d'un côté, j'ai Georges Saad, qui a été mon mentor longtemps, tu sais, puis qui est comme, man, tu fais pas de convention d'actionnaire avant d'avoir travaillé ensemble, mettons, je sais pas, 6 mois ou 12 mois, puis prouver qu'il y avait un besoin, puis voir vraiment comment le monde va s'impliquer dans cette compagnie-là, tu sais, puis après qu'il y ait une distribution, mettons, de l'équité qui est en fonction de ça, ou quoi que ce soit, puis souvent, j'ai l'impression que c'est des discussions de qui va avoir combien de parts, puis pourquoi, puis tout ça qui peuvent venir tôt dans une compagnie alors que t'as pas de data du terrain, tu sais pas vraiment le monde vont-tu se donner. Ah, mais je suis vraiment d'accord avec le principe de faire une sorte de trial Ouais, de ok, ouais, quelques ouais. mois, là. Je suis vraiment d'accord avec ça avant d'officialiser tout ça. Mais quand ça devient officiel, que tu aies des revenus, que tout le monde est Ouais. all-in,
que tu es confortable, vas-y, parce Ouais. que c'est pas parce que ça va bien maintenant que dans 2, 3, 4, 5 ans, ça aura pas changé. Puis tu sais, en tout cas, je nommerai pas de nom, rien, mais comme dans notre milieu, on en a entendu des histoires d'horreur de il y a pas de convention ou puis il y a des coups de poignard Ouais. dans le dos puis des genres de contrats sur l'honneur ou la confiance que finalement c'est peut-être pas là tant que ça, l'honneur et la confiance. Fait que je pense que c'est un bon cautionary tale qu'on raconte un peu. Sinon, y a-tu d'autres erreurs un peu plus intéressantes à partager ou. Ben, si c'était à refaire, c'est comme si c'était à refaire, nous autres, le fait qu'on a été comme une entreprise, un SaaS full service longtemps, ben, ça nous permettait de rentrer de l'argent dans le business, puis comme grandir, apprendre de nos clients, puis grandir Ouais, tranquillement. ouais, Mais avoir fait le SaaS libre service, c'est que ça aurait nécessité vraiment beaucoup plus de capital au exact. départ, mais on serait actuellement, tu sais, on serait les leaders incontestables sur le marché. On serait, je sais pas combien de fois plus gros, mais tu sais, je sais pas comment qu'on aurait pu réussir à le faire, mais il aurait comme fallu tout faire pour faire ça. En fait, si tu veux mon Mais avis d'autre, là, c'est le genre de insight puis de leçon qui est juste applicable sur ton prochain venture, ta prochaine business. Tu sais, genre, c'est pas. D'ailleurs, je me permets là, de prendre un petit détour, mais comme, c'est quoi la vision pour Kickflip pour toi, genre 5, 10, 20 ans? Tu sais, t'avais parlé des gars de Basecamp là, qui ont des versions un peu de OK, tu bâtis une entreprise profitable, indestructible, puis t'es indépendant forever, puis t'es all good. C'est un peu ça ta vision? T'as-tu. ben, on est quand même dans une période encore super excitante. Ouais, Tu sais, on est une petite équipe, ça va bien, on grandit, le produit est le fun, on a plein d'affaires qu'on veut développer, qu'on veut faire pour accélérer la croissance. Fait que, pour les prochaines années, moi, c'est juste de réaliser notre plein potentiel, puis juste continuer ouais, à tout faire pour grandir, puis tout faire pour se développer, mais tout en continuant à avoir du fun, là. Tu sais, je parlais, v'là peut-être 1 an de ça à un gars qui était rendu, lui, il avait fait une série B, puis tu uh-huh, sais, il était rendu comme 90 employés, puis il disait: «On va grandir à 150, puis on a des tonnes d'investisseurs», puis il dit: «C'est plus la même game, là, profites-en pendant que t'es tu sais, il était comme: «You're living the dream», là, tu sais. As-tu. Genre, t'es indépendant, t'as pas d'investisseurs, tu grow, tu sais, amuse-toi, continue. Si tu peux. Ben, moi, je trouve que tout ce que tu viens de dire, là, tu sais, à part la partie du d'autre qui a pris plus de cash ou d'investissement, tout ça, mais c'est more than good enough comme vision. C'est-à-dire que, genre, bâtir quelque chose, que c'est le fun, que tu tripes avec le monde avec qui tu travailles, qui génère de la valeur, qui croit, qui est profitable. Ça n'a pas besoin d'être plus fancy que ça, une vision d'entreprise. Euh, Par contre, tu as quand même ouvert une porte, justement, au financement. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur la map pour vous autres, sur la track ou. Ben, peut-être. Ok, Je intéressant. pense que c'est comme une des choses qui est. Je suis pas anti-financement du tout, là. Je pense Ouais, que si les conditions sont là, puis tu trouves des bons investisseurs, c'est important d'accélérer au moment que tu as de l'attraction pour aller chercher le marché. Puis, c'est c'est important, là. Puis je pense qu'à un moment donné, on va être rendu là. Puis je veux pas du tout fermer la porte à ça parce que ça fait quand même plusieurs. Oups, excuse-moi. c'est pas grave. Ça fait quand même plusieurs années qu'on grandit lentement. Puis, tu sais, c'est dur aussi, grand bootstrapper, là. Tu Ouais, sais, c'est faire beaucoup de choses avec peu de ressources. Puis, tu sais, c'est toujours, OK, je sais que j'ai ça, ça, ça à faire, mais je vais juste faire ça parce que j'ai juste de l'argent pour ça. Puis après, je vais faire ouais, ça. Puis ouais, après, je ouais, vais ouais. faire ça. Tandis que tu le savais, là. Puis les compétiteurs sont pas nécessairement en train de bootstrapper non plus. Fait que.
C'est intéressant de voir les pressions du market ou juste les pressions opérationnelles qui peuvent influencer ta réflexion sur je lève-tu du cash pour accélérer ou pas? Je vais juste lancer ça comme ça. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais le livre Lost and Founder de Rand Fishkin qui avait fait Moz, le tour de SEO, là, il y a vraiment des chapitres intéressants par rapport à l'investissement, là, si le monde veut aller lire ça. Là. Lui, il a vécu le côté un petit peu plus cauchemar de la chose, là. Mais Ouais. il y a plein de belles histoires aussi que le VC Money a genre amené un succès. Qu'est-ce qui est le plus tough dans ta business en ce moment, puis qu'est-ce qui est le plus fun? Ben, comme je disais, je pense qu'il est le plus tough, je trouve, c'est de devoir faire beaucoup de choses avec un petit budget puis une petite équipe. Tu as tout le temps une startup, c'est ça, là, on dirait que tu as tout le temps des besoins partout. Là. Puis, tu sais, comme en vente, on a besoin de quelqu'un, customer. Tu sais, idéalement, là, tu dis, idéalement, on aurait telle personne, mais on peut pas. Ouais. C'est comme. Fait que ça c'est d'être patient puis de toujours être en train d'évaluer si tu la bonne il y a quelque chose de bon là-dedans parce que tu es tout le temps Ouais. en train d'évaluer si c'est vraiment ça le meilleur move qu'on peut faire pour finalement avoir le plus gros Ouais. impact. Fait que ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, je trouve. Mais la plus le fun, c'est vraiment de voir la croissance, voir des vrais clients utiliser ton logiciel, puis faire des ventes, puis voir toute la diversité de clients qui Ouais. rentrent aussi. Puis comme à chaque fois, c'est comme wow, tu sais, un nouveau. Puis maintenant, je repense en 2012, des fois, on avait comme 4-5 leads par mois. Tu sais, je leur parlais tout un par Ouais. un. Ouais. Maintenant, il en rentre, tu sais, par jour. Ouais. Non, c'est cool, man. Beaucoup, là. Fait que ça c'est le fun. Puis travailler sur le produit aussi, le marketing. T'aimes ce que tu fais. C'est... Ouais. T'as-tu, justement, tu dis, tu sais, on a souvent, on a souvent des besoins, mettons, ou, il faudrait une personne dans ça, ou whatever, puis on a des contraintes, comme juste économiques ou financières, qui fait qu'on est forcé d'être créatif, ou du moins très stratégique dans les décisions qu'on prend, puis les moves, puis les investissements qu'on fait. Puis là, going forward, t'as-tu justement, comment est-ce que l'audience ou genre la crowd ou le milieu peut t'aider? T'as-tu des shameless plugs? Y a-tu des jobs d'ouvertes? Des compagnies que tu veux rencontrer, peu importe, tu sais? Ben, ouais, sûrement, on est tout le temps à la recherche de devs motivés à écrire du beau code propre et testable, Nice. puis travailler en équipe en React, en Node, en Mongo. OK. Puis il va bientôt avoir sûrement un poste en Customer Success d'afficher, fait Cool. que c'est quelque chose qui te motive de aider des clients à réussir. Ça va être affiché sur notre site, puis un peu partout bientôt. Mais sinon, ouais, juste shout out à notre équipe, mes co-founders, Simon, Malogo, puis toute l'équipe, c'est vraiment le fun de travailler avec eux. Puis sans eux, finalement, l'entreprise, c'est juste une coupe de lignes de code. Là. C'est peut-être plus qu'une coupe, mais Considères-tu que c'est des amis, tes cofondateurs? ouais, ça fait depuis... Simon, je le connais depuis le Ouais. secondaire. C'est depuis le secondaire 1, littéralement. Là. Puis on a toujours été amis. Malo, c'était un stagiaire qui a embarqué avec nous après son université. Puis il était tellement bon qu'on a dit on t'a fait une job. Puis après ça, il a tellement contribué qu'on a dit Crime, t'es pas mal un co-founder. Dude, ça ressemble vraiment à mon histoire, hein, l'histoire de Marlo. Ouais, C'est ouais, vrai. ouais. Si le monde a envie d'en savoir plus, le site web, c'est gokickflip.com. Y a-tu un email Yes. en particulier ou sinon juste sur social, LinkedIn, où est-ce que le monde va vous voir? Ouais, LinkedIn, Facebook, Insta. On a un beau channel YouTube, mais ouais, quelqu'un qui veut
essayer notre produit ou peut-être devenir partenaire aussi. On est toujours à la recherche d'agences ou de freelancers. Okay. Pour aider les clients, ceux qui ont besoin de plus d'aide, ben, on peut leur référer des clients, puis eux, ils les accompagnent plus en les tenant par la main pour réaliser leur projet. OK, fait je que, comprends. Ouais, gokflick.com. Parfait, on va mettre tout ça dans les show notes, le site web, les socials. Écoute, dude, congrats. C'est une Christie de belle success story du site, ce que vous avez fait. Puis je vous souhaite du soleil d'en face puis du vent dans le dos. Puis j'ai hâte qu'on se recroise en vrai aussi. Merci François, c'était un plaisir. Bonne journée, mon vieux. Merci de l'invitation. Ciao.